Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Carnet d'audience du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est entretenu cet après-midi avec le haut représentant spécial pour le Mali et le Sahel, Didier Barberat, est venu échanger avec le président Ibeka sur la situation sécuritaire au Mali et les stratégies à mener pour instaurer la paix dans la bande sahélo-saharienne. Le président de la République a également accordé une audience à une délégation de la CEDEAO et de l'aménagement. Les sujets abordés ont trait à la sécurité et au renforcement du dispositif de l'aménagement. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec notre reporter Bourama Traoré. Cela dit, c'est ce jeudi que s'ouvre à Addis Abeba en Éthiopie le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le thème retenu est transformer l'agriculture africaine, saisir les opportunités pour une croissance inclusive et un développement durable. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, prendra part aux travaux de ce 22e sommet. Awoy Touré nous parle déjà des enjeux de cette rencontre. Ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement sera beaucoup plus un sommet centré sur l'économie. L'année 2014 a été déclarée par l'Union africaine année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Cette décision, selon la réunion des experts qui a bouclé ces travaux, donnera la possibilité aux États africains de dire à haute voix les dysfonctionnements qui plombent la performance économique, de même les efforts de l'Afrique dans la lutte contre la famine. Le continent africain, faut-il le rappeler, s'emploie tant bien que mal à assurer sa sécurité alimentaire au moment où, paradoxalement, le nombre de populations malnutries et affamées va crescendo. Donc, le choix du thème « Transformer l'agriculture en Afrique, saisir les opportunités pour une croissance inclusive et un développement durable » est plus que d'actualité. Chaque année, 15 milliards de dollars de subventions sont injectés dans la filière agricole. Mais la productivité agricole reste faible, voire insuffisante. À cet effet, aux experts d'expliquer que sans transformation de l'agriculture, la croissance de la filière ne pourra pas être soutenue et son impact sur la réduction de la pauvreté ne pourra pas non plus être garanti. Ibrahim Boubacar Keïta, pour une première participation à un sommet de l'Union africaine en tant que président de la République, ne manquera pas de marteler devant ses pairs que les politiques agricoles doivent être adaptées, maîtrisées pour bannir la famine sur le continent et ramener le fléau au degré zéro. Je vous le disais en titre, une société de progrès doit se doter d'un enseignement supérieur de qualité capable de répondre aux défis de l'heure. C'est la conviction du gouvernement malien qui a mis sur pied un comité de pilotage qui doit réfléchir sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali. L'activité s'est déroulée aujourd'hui à la primature, compte rendu à Husseini Touré. C'est le professeur Abdelkarim Koumari qui préside aux destinées du comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Il est entouré d'éminentes personnalités du monde du savoir, professeurs d'enseignement supérieur, chercheurs et autres journalistes. Ils ont le lourd défi de sortir notre enseignement supérieur des sentiers battus. Actuellement, le défi est énorme. Nous avons une pléthore d'étudiants, une insuffisance d'enseignants, une insuffisance de ressources matérielles, mais nous devons produire avec ces moyens des gens capables de répondre aux besoins de la population malienne. Avant de les renvoyer à leurs fonctions, le chef du gouvernement a tenu à préciser le rôle dévolu à cette structure dans un pays où l'enseignement supérieur est en crise. Ce dont il s'agit, c'est de créer les conditions pour que advienne un jour dans ce pays un avenir meilleur. Les hommes et les femmes qui auront la charge de ce travail, d'une façon ou d'une autre, passeront entre les mains de vos successeurs. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur est en crise. C'est manifeste. Le défi du nombre n'a pas été relevé. Le défi de la qualité, on a souffert. Président de la République, moi-même, considérons que c'est l'intelligence qu'il nous faut convoquer. Comment? Par quels outils? C'est la tâche qui vous est confiée. Dans une perspective qui soit inclusive.
Le chef du gouvernement a également assuré le comité du soutien de l'ensemble du gouvernement et du chef de l'État. Vous avez en tout cas tous les encouragements du gouvernement. Nous vous assisterons comme il se doit, de façon à être demain au rendez-vous d'une moisson de qualité. Je vous assure de la disponibilité également de l'ensemble des membres du gouvernement pour que le résultat soit à hauteur de souhait. Le comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur compte se mettre immédiatement à la tâche. Le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui en audience le représentant spécial de la commission de la CEDEAO au Mali. Il a félicité le président pour son élection à la tête de l'institution. Au cours d'échanges, il a été question du renouvellement de la culture démocratique, du rôle du Parlement dans le fonctionnement de la CEDEAO au Mali. Aboudou Touré, chacun à sa sortie d'audience au micro de Rachel Tessougué. J'ai pris cette opportunité pour venir rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. D'abord pour lui présenter, au nom du Président de la Commission de la CEDEAO, nos vœux de santé, de bonheur et de paix surtout pour le pays. Car comme vous le savez, après tout ce que nous avons connu à travers cette crise, nous pensons que le renouvellement de la culture démocratique est une exigence aujourd'hui, pour que la pratique démocratique puisse se dérouler de manière plus efficace et plus efficiente. Et dans ce processus, l'Assemblée nationale a un rôle extrêmement important. Parce que les députés sont les élus du peuple, ils représentent le peuple, et c'est du débat contradictoire au sein de cette instance qui fait que la démocratie naît, grandit, se renforce. Mais nous avons pu rassurer aussi le président de la disponibilité de la CEDEAO à accompagner toujours le peuple malien comme il a fait jusqu'ici. La CEDEAO est en train d'amorcer le dernier tournant pour une intégration économique réelle et aussi pour l'avancement vers une monnaie unique. De nouveaux textes sont en cours pour que le Parlement de la CEDEAO cesse d'être un organe consultatif pour devenir un organe proactif. À l'Assemblée nationale, le président de l'institution porte à la connaissance des honorables députés que la séance plénière ouverte le mercredi 22 janvier 2014 se poursuit le mardi 28 janvier et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. L'ordre du jour porte sur l'examen et l'adoption du règlement intérieur. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Le ministère de l'économie et des finances a tenu aujourd'hui l'atelier préparatoire de la 12e réunion internationale de suivi de la conférence de Bruxelles. L'objectif est d'affiner la rencontre de Bruxelles prévue le 5 février prochain. Moussa Fani. Le ministère de l'économie et des finances a initié cet atelier préparatoire pour faire le point des prévisions de décaissement. Il s'agissait aussi de faire l'état de la mise en œuvre des engagements pris par le Mali et ses partenaires, entre autres. Pour l'instant, selon le calendrier qui a été fixé, les choses vont plutôt bien en termes de décaissement, mais en termes de mobilisation des ressources. Nous avons aujourd'hui mobilisé des ressources importantes qui sont disponibles et qui ont été en tout cas engagées au niveau des bailleurs de fonds avec lesquels nous travaillons. Donc c'est un niveau quand même qui est suffisamment élevé. Nous allons adresser lors des conclusions le statut-là à la suite de la réunion de Bruxelles le 5 février. Les autorités maliennes souhaitent atteindre des résultats probants au 31 décembre 2014 pour une relance économique durable au Mali. Nous sommes dans un processus de mobilisation des ressources. Donc il y a des attentes de part et d'autre du côté du gouvernement, mais également du côté des partenaires techniques et financiers. Et nous travaillons main dans la main pour accélérer le processus de décaissement. Et voilà, donc, et présenter donc des projets pour pouvoir mobiliser ces ressources-là. Donc nos attentes, c'est vraiment d'aller au plus vite dans la mobilisation de ces ressources-là, le décaissement de ces ressources-là, pour qu'on puisse faire face en tout cas aux attentes des Maliens dans les différents projets qui sont menés par le gouvernement. Il faut rappeler que lors de la conférence internationale de Bruxelles intitulée « Ensemble pour le renouveau du Mali », les partenaires techniques et financiers se sont engagés à appuyer notre pays à plus de 3 milliards d'euros. Un fonds qui sera destiné à la relance de l'économie, la consolidation de la paix et la sécurité. La validation des recommandations de cet atelier est prévue pour le jeudi prochain.
à l'instant, mais cette fois-ci en image, carnet d'audience du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est entretenu cet après-midi avec le haut représentant spécial pour le Mali et le Sahel, Didier Beberbat, est venu échanger avec le président Ibeka sur la situation sécuritaire au Mali et les stratégies à mener pour instaurer la paix dans la bande sahélo-saharienne. Le président de la République a également accordé une audience à une délégation de la CEDEAO et de la MINUSMA. Les sujets abordés ont trait à la sécurité et au renforcement du dispositif de la MINUSMA. Bourama Traoré. Une délégation de la CEDEAO et de la MINUSMA chez le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. L'évolution de la situation sécuritaire au Mali et les futures négociations avec les groupes armés au cœur des échanges. Pour la CEDEAO et la MINUSMA, il existe une parfaite entente avec les autorités maliennes sur les différents dossiers. Le président a réaffirmé sa volonté de voir la CEDEAO poursuivre son action de médiation, mais les autres pays doivent apporter aussi leur contribution et je pense que c'est ce qui est essentiel. Du reste, nous sommes revenus à l'accord de Ouaga pour souligner le fait qu'il s'agissait d'un accord préliminaire qui préparait à un accord plus global qui doit commencer avec les pourparlers inclusifs. Et le président nous a dit qu'il était prêt à mettre tout en jeu pour que tout ceci se fasse avec tous les moyens de bonne volonté, avec l'appui des partenaires pour que nous aboutissions à des solutions durables. Et il a beaucoup insisté sur le fait que, quels que soient les engagements à prendre, c'est bien au Mali ici que ces engagements vont être pris. Nous avons surtout partagé ensemble la nécessité que ce soit le gouvernement qui pilote tout ce qui va se passer et que la communauté internationale ne viendra qu'en appui. Je pense que ceci est extrêmement important et c'est pour ça que nous attendons les initiatives qui sont prises du côté du gouvernement pour voir à peu près notre partition en accompagnement au Mali. J'ai informé le président de la République sur une visite du Conseil de sécurité qui est très intéressé de soutenir le processus de paix à Mali, qui ont renforcé le déploiement de MINUSMA. J'ai informé le président du renforcement de nos troupes chinois, néerlandais et des autres pays au nord, ce qui était important pour notre partenariat avec le Mali. Le président a pris beaucoup d'initiatives. On va les soutenir là-dessus. Auparavant, le chef de l'État avait reçu en audience le haut représentant spécial pour le Mali et le Sahel. Principal sujet de discussion, la sécurisation et la stabilisation de la bande sahélo-saharienne. Un grand espace où sévissent le banditisme, le trafic d'armes, de drogue et les activités de terrorisme. Le Suisse Didier Berbera entend travailler avec les autorités maliennes en vue d'instaurer une paix définitive dans le Sahel. Un combat essentiel pour la sécurité mondiale. À sa sortie d'audience, le haut représentant spécial pour le Mali et le Sahel n'a pas souhaité s'exprimer. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières informe les détenteurs d'arrêts portant autorisation d'occupation temporaire des parcelles de terrain sises dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou, délivrées entre le 1er janvier et le 4 septembre 2013, que les 10 arrêts sont annulés suite aux irrégularités constatées dans leur délivrance. Par conséquent, il est demandé d'arrêter tous travaux ou interventions sur les parcelles concernées. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Lancement ce matin à Bamako des activités du projet pour le renforcement de redevabilité sociale organisé par le Mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie. Ce projet est financé par le Royaume du Danemark à hauteur de 65 millions de francs CFA. Il vise à promouvoir la bonne gouvernance. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Faire de la redevabilité sociale une réalité au Mali, tel est le vœu de certains acteurs de la société civile, notamment la jeunesse. Les jeunes du Mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie mis au Mali ont procédé ce lundi au lancement des activités de leur projet qu'ils ont mis en place dans ce sens. Notre pays sort d'une crise profonde et l'une des causes citées de cette crise, c'est la mauvaise gouvernance. Alors, vu cet état de fait, nous, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre un projet qui permettra aux autorités de rendre compte aux citoyens, comme son nom le dit, la redevabilité sociale,
Ce projet dure 12 mois et est financé par le Royaume du Danemark à hauteur de 65 millions de francs CFA. Il vise l'amélioration des pratiques de la redevabilité sociale en renforçant les capacités des acteurs de la société civile, des élus et des agents de l'État. Pour l'ambassadeur du Danemark, Anders Garli Andersen, les principes de la redevabilité a des exigences. Le principe de la redevabilité exige que les États et autres détenteurs d'obligations soient responsables du respect des droits de l'homme, que des mécanismes et des procédures de recours accessibles, efficaces et indépendants sont en place, que des médias libres et indépendants et groupes de défense des droits de l'homme représentent toutes les couches de la société, y compris celles qui sont marginalisées. Pour atteindre des résultats escomptés, les acteurs concernés doivent s'approprier le projet. C'est là pour une mise en œuvre satisfaisante des activités prévues. Que la jeunesse, espoir de tout pays, que ce soit de la diaspora ou de l'intérieur, prenne conscience. La cérémonie de lancement a regroupé plus de 100 participants représentant les organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques financiers. Activité culturelle maintenant, les musées dans une situation de conflit, c'est l'intitulé d'un atelier qui a débuté aujourd'hui à Bamako. Cette rencontre vise à former les acteurs à la gestion des musées dans des situations de conflit. Il est organisé par le ministère de la Culture et le Conseil international des musées, Nouhoum Sissoko. Le patrimoine culturel en général et les musées en particulier ont été affectés par la crise que le Mali a connue en 2012. Cette situation requiert un besoin de renforcement de capacité des acteurs en charge de la gestion des musées, d'où la tenue de cet atelier qui regroupe des responsables des musées du Mali et de certains pays de la sous-région. Il sera question de plusieurs choses, de trafic illicite, de sécurité et de sûreté du musée, que ce soit mécanique, humain. Il sera question de musées en zone de conflit, comment est-ce qu'on protège le patrimoine dans une situation exceptionnelle. Et il sera aussi question de développer des programmes d'exposition et des programmes d'activité en lien très étroit avec la communauté. Les musées s'inscrivent dans des communautés et doivent avoir le soutien de ces communautés. Le représentant de l'UNESCO au Mali promet l'accompagnement de son institution au patrimoine culturel de notre pays pendant cette période post-crise. Nous allons reconstruire les mausolées qui ont été détruits. Nous allons réhabiliter les mosquées qui ont souffert. Nous allons réhabiliter les bibliothèques de manuscrits qui ont également souffert. Certains ont été terriblement endommagés après l'attentat du 28 septembre. Pour le ministre de la Culture, nos institutions culturelles doivent se doter de plans de gestion de crise. Selon lui, les musées peuvent aussi servir de levier dans la quête de la cohésion sociale. J'attache un prix à ce que votre atelier dessine des orientations claires qui permettront à nos musées d'être des acteurs dans le processus de réconciliation nationale que le gouvernement met en place. Car je suis convaincu du rôle déterminant que la culture peut jouer dans ce processus de dialogue. Prennent part à cet atelier les responsables de musées et des services du patrimoine du Mali, ainsi que les directeurs des musées du Niger, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Mauritanie. Toujours, le ministre de la Culture porte à la connaissance du public qu'il est saisi par le programme d'appui à la transition du Mali, PAT-M, d'un appel à candidature relatif à une résidence pour artistes plasticiens professionnels sur le thème de la paix, de la réconciliation du 24 février au 13 mars 2014 à Mopti. Cette résidence est ouverte à tous les artistes professionnels maliens de toutes les régions évoluant dans les arts plastiques, poterie, peinture, sculpture, maroquinerie, cordonnier, etc. Les candidatures des femmes, donc, ainsi que les personnes déplacées et les réfugiés maliens sont particulièrement encouragées. La période de candidature est du 20 janvier au 5 février. 26 candidatures seront retenues à l'issue d'un processus de sélection. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web www.pat-mali.com.
Culture encore, mais cette fois-ci avec l'armée. Les forces armées maliennes, en compagnie d'une mission autrichienne, s'engagent à Tombouctou dans la protection des biens culturels en zone de conflit. Selon les conventions internationales, la destruction des biens culturels est considérée comme un crime de guerre. Les officiers de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de la garde nationale et ceux de la protection civile ont suivi une formation sur le patrimoine culturel. Suivez ce reportage de Adama Djimde. La protection des biens culturels dans les zones de conflit est plus qu'une nécessité, car la destruction des sites classés patrimoine de l'UNESCO est un crime de guerre. C'est pourquoi le commandement militaire de Tombouctou et les experts autrichiens ont réuni les différents officiers de la police, de la gendarmerie, de la garde et de la protection civile pour réfléchir sur la question. Les biens culturels vraiment représentent l'identité, pas d'un pays, d'un peuple, de la région. Et c'est pour ça, naturellement, la protection des biens culturels, on protège l'identité. Et ça, c'est spécialement quand il y a un conflit qui met l'identité en danger. Ça, c'est un des plus grandes importances d'un conflit. Côté forces armées maliennes, les mesures ont été déjà prises pour sensibiliser les soldats. Il y a eu la confection de ce qu'on appelle le passeport du patrimoine, où il y avait les coordonnées de tous les biens matériels classés patrimoine national et international dans la zone de Tombouctou. Avec la sensibilisation, donc on a pu vraiment mener notre opération jusqu'à la date d'aujourd'hui sans destruction des biens culturels. Cette rencontre a été mise à profit pour expliquer la mission du musée des armées. Tous les militaires, les officiers qui vont en formation à Koulikoro, généralement le musée des armées est programmé comme visite. Donc ça c'est une façon. Et aussi le musée des armées a participé à la confection du passeport sur le patrimoine dont parlait tout de suite le colonel. Sur le terrain, les hommes ont visité les bâtiments qui ont essuyé des tirs pendant l'attaque de l'hôtel de la Colombe la nuit du 31 mars 2013. Les tirs ont duré toute la nuit et la mi-journée sans qu'aucune balle n'atteigne la mosquée de Djingareber située à 20 mètres de là. C'est ce qu'on appelle la sauvegarde du patrimoine culturel, même en période de guerre. Le ministre de la Défense et des Forces armées de la République du Sénégal est en visite au Mali où il a rencontré son homologue malien. Augustin Tine est venu rencontrer le commandement des troupes sénégalaises présentes au Mali. Dans le cadre de la MINUSMA, il s'agit pour le ministre de voir les conditions de vie et de travail de la troupe. Le visiteur est satisfait du travail déployé par ces hommes et compte augmenter le nombre de la troupe sénégalaise à Gali Agagissa. La coopération entre le Mali et le Sénégal est vieille de plusieurs décennies. Et l'envoi de plus de 850 militaires sénégalais pour la reconquête des régions du Nord et la stabilité au Mali dans le cadre de la MINUSMA concrétise bien cela. Le ministre sénégalais en charge des forces armées est aujourd'hui présent dans notre pays pour s'assurer des conditions de travail de ces hommes. Nous sommes venus donc au nom du président de la République rendre visite aux troupes sénégalaises ici au Mali. Nous savons que depuis l'éclatement de la guerre, le président de la République nous a instruit de faire en sorte que nos troupes soient sur le sol malien. Le Mali, pays frère, attaqué, agressé. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons certes un besoin en hommes plus important, mais la situation, je peux dire qu'elle est maîtrisée parce qu'on parle aujourd'hui de la démobilisation, du désarmement et de la réconciliation. Ça veut dire qu'il y a un pas qui est fait dans le sens de la stabilité. J'ai eu l'occasion de voir le contingent sénégalais à Kidal et puis de rencontrer à deux reprises le général Samb qui dirige la MINUSMA à Gao. Et je sais qu'ils font un travail remarquable. Et le Sénégal va renforcer ses effectifs. Et je pense que même si la crise a été un moment de chaos pour nous, elle a aussi créé, elle nous a rendu plus conscients de la nécessité de travailler ensemble, donc de mettre en commun nos capacités et de considérer que cette zone-là, de manière durable, va être un espace de sécurité qui soit commun à chacun de nos pays. Aujourd'hui,
27 janvier, cette date marque le premier anniversaire de la libération de Tombouctou. Sur place, tout un ensemble d'activités était au programme. Prise d'armes, défilé grandiose des engins militaires et des différents corps d'armée. Adama Djimde. Pour la célébration de ce premier anniversaire de la libération de Tombouctou, l'armée a déployé de gros moyens. Les responsables et la population sont sortis massivement pour accompagner les libérateurs. De Nampala à Tombouctou, les hommes ont tenu malgré l'insuffisance de moyens et les conditions difficiles. Dès le 12 décembre 2012, un premier détachement de Tombouctou était en tête de pont à Monipobougou, situé à 150 km de Markala, avec les frappes de Serval sur le fuseau S. Un second détachement de Tombouctou était chargé de la sécurisation du pont barrage de Markala. Le 19 janvier 2013, le détachement de Tombouctou fut le premier à franchir Djabali après l'attaque de cette localité pour rassurer les populations. Le 25 janvier 2013, la reconquête de Tombouctou fut déclenchée par les forces de Tombouctou soutenues par le GTA français. Ces éléments qui ont donné le maximum d'eux-mêmes, ils méritent une félicitation, ils méritent un encouragement, ils méritent également un soutien. Il faut aussi remercier les forces d'accompagnement, nos alliés, qui ont fait de leur mieux pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Les différents corps des forces armées de sécurité ont successivement défilé. La fanfare, l'état-major, les anciens combattants, la douane, la protection civile, la police, la gendarmerie, la garde, la transmission, la santé, le génie et l'armée de terre. La cérémonie a été mise à profit pour démontrer la force de frappe des hommes à travers le défilé des engins. Eu égard au travail abattu, les jeunes soldats ont l'estime des aînés. On est très fiers aussi de notre armée et de nos amis qui nous ont vraiment, dans les moments difficiles, nous ont apporté le soutien, qui est le chef Serval et le Missima. Le public a tenu à être témoin de cette fête de l'armée, la première du genre post-crise. Une belle fête. En 5e région, les acteurs au développement et leurs partenaires sont en conclave. C'est dans le cadre de la validation de l'étude d'identification des infrastructures à financer par le programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé au Mali pour un montant de 26 milliards de francs CFA. Mahamar Ibrahim Touré. À l'ordre du jour de ces concertations régionales, la présentation de la composante 2 du programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé au Mali par CEPEP et la présentation du rapport provisoire d'identification des infrastructures pour validation. Les principes de ce nouveau programme concourent au respect des droits humains et la lutte contre la pauvreté. Ce programme est innovant à plus d'un titre. Il va avoir 3 composantes. Une composante renforcement de compétitivité du secteur privé, dont la maîtrise d'ouvrage sera assurée par le conseil national du patronat du Mali. Il y aura une composante infrastructure et une composante pour la formation axée sur l'emploi. Pour le Danemark, la pauvreté doit être combattue avec 2 armes, les droits des hommes et la croissance économique, car il ne faut aucun doute que l'objectif ultime du développement et que chacun puisse jouir des droits humains. Les autorités régionales ont renouvelé leur attachement à l'ambassade royale du Danemark au Mali à travers la mise en œuvre du PACEPEP pour un montant de 26 milliards de francs CFA. Je voudrais, au regard des enjeux, exhorter l'ensemble des acteurs de la région à un engagement sans faille et à une participation active en vue de vous approprier du programme PACEP. Pour la mise en œuvre du PACEPEP, l'accent sera mis sur la collaboration avec d'autres partenaires au développement, la qualité, la prise en compte du genre et le respect de la protection de l'environnement.
Nous restons toujours à Mopti. Là-bas, le CICR vient de doter la Croix-Rouge de Mopti de nouveaux bureaux d'un coût global de 27 millions de francs CFA. Cette infrastructure offre un meilleur cadre de travail au personnel. L'inauguration a eu lieu mercredi dernier à Sévaré. Jules Sambou-Sissoko. 27 millions de francs CFA, c'est l'effort financier consenti par le Comité international de la Croix-Rouge Mali dans la réalisation de cette infrastructure au profit de la Croix-Rouge de Mopti. Le personnel de la dite structure va ainsi évoluer dans un meilleur cadre de travail. Fruit de la bonne coopération CICR-CRM, le joyau est composé de 4 bureaux et de 3 chambres de passage qui recevront bientôt des équipements adéquats pour sa fonctionnalité. Les dernières années ont prouvé que le Mali est un pays qui a besoin d'une société nationale forte, qui peut répondre aux besoins de la population qui viennent de différentes crises, comme on a vécu les 2 dernières années. L'engagement et la détermination du CICR et de la CRM dans l'accomplissement de leur noble mission au Mali ont été bien loués. Nous voulons une fois de plus témoigner des actions, de l'engagement, du dévouement, du sens de sacerdoce que chaque agent de la Croix-Rouge, à travers notre pays, à travers le monde et sa représentation à Genève, sont en train de déployer pour la cause humanitaire. La remise des clés et la coupure du ruban ont permis d'apprécier le confort de ce joyau. Le CICR et la CRM, pour la paix et le développement, iront jusqu'au bout. Autre lieu, autre infrastructure à Gao, le palais de justice est désormais réhabilité. Les travaux ont coûté à l'opération Serval environ 9 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Aïssata Saliou Maïga. Cette infrastructure, composée d'une grande salle d'audience équipée, d'une salle de garde, de 2 bureaux et d'un secrétariat, est l'œuvre de la force Serval et de la plateforme des jeunes de Gao. Elle entre dans le cadre des initiatives allant dans le sens du développement, de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale entamées par le Mali et ses partenaires. Nous avons pris l'initiative de lancer la machine parce que le chemin est encore long pour le rétablissement de l'État malien. Nous espérons que derrière cette initiative qui me semble avoir comme noblesse celle de faire participer les jeunes de Gao au retour de la normalité. Les autorités régionales, le département de la justice et la population sont unanimes qu'il n'y a pas de développement sans justice. Vous nous donnez aujourd'hui vie. Qui dit vie dit justice, parce que toute la population de Gao réclame que justice. Justice, c'est ça le développement. Sans justice, il est certain qu'il n'y aura pas de stabilité. Donc, pas de paix sociale, pas de développement. Nous en avons conscience. Notons que les travaux du bâtiment du palais de justice de Gao ont été exécutés par l'entreprise Alpha Licana. Il fera sans nul doute le bonheur de toute la population de Gao qui ne réclame que justice. Toujours à Gao, plus de 17 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel de santé que l'Association pour le développement et les échanges avec la région de Gao, ADER Gao, et ses partenaires viennent de mettre à la disposition de l'hôpital régional. Le but est d'aider cette structure sanitaire durement frappée par la crise de se relever. Boubacar Bablé Touré. 15 lits médicalisés et électriques, 11 matelas, 10 fauteuils médicalisés, 4 chaises de toilette, des porte-charges pour malades, une table d'accouchement et autres accessoires sont les matériels de santé mis à la disposition de l'hôpital de Gao par l'Association pour le développement et les échanges avec la région de Gao et partenaires. L'objectif est de contribuer à l'équipement de la structure vidée de tout son contenu par les djihadistes. Quand j'ai vu que l'hôpital de Gao a été saccagé, a été cassé, j'ai décidé, avec les jeunes, avec d'autres personnes, mobiliser pour que ces matériels soient stockés, réservés, et les fauteuils aussi, vous voyez, c'est des fauteuils de qualité, pour qu'ils soient là aujourd'hui. La valeur de ce don est estimée à plus de 17 millions de francs CFA. La qualité de ces matériels de dernière génération va non seulement offrir des commodités aux malades, mais aussi améliorer les services apportés par l'hôpital. Après cette crise-là, ces équipements
permettront vraiment de rehausser un peu le niveau des équipements au niveau de l'hôpital de Gao. J'aimerais rassurer les généreux donateurs que bon usage sera fait de ces équipements au bénéfice des populations de la région de Gao. Ce matériel, on en avait besoin parce que ces djihadistes n'ont rien laissé à l'hôpital de Gao. Au nom de toute la population de Gao, je vous dis merci. À noter que cette association a été créée par des ressortissants de Gao basés en France. Elle a pour mission de favoriser le développement de toute la région. Après son préavis de grève du 23 décembre 2013, le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par ailleurs, le syndicat invite ses militants à reprendre le travail donc à compter de demain, mardi 28 janvier. Nous écoutons cette déclaration au micro de Mohamed Ould-Mamouni. Suite au préavis de grève du CN-SNESUP en date du 23 décembre 2013, relatif à la signature du protocole sur les accords du 6 mars 2012 et au paiement des heures supplémentaires 2012-2013, une commission de conciliation s'est réunie les 9, 13, 14, 21, 23, 24 et 27 janvier 2014. Au terme des négociations, un protocole d'accord est signé sur les résultats suivants. 1. Le SNESUP accepte l'application de 5% de la grille plafond 1210 à compter du 1er janvier 2014 et 5% à compter du 1er janvier 2015. Le gouvernement s'engage à appliquer l'indemnité spéciale d'encadrement à compter du 1er janvier 2014. Point 2. Le SNESUP accepte la proposition du gouvernement de faire passer les dossiers des assistants docteurs par la CNLA en vue de leur nomination dans le corps des maîtres assistants. Point 3. Le gouvernement s'engage à rembourser intégralement en mars 2014 les mois de retenue au titre de l'AMO. Le SNESUP fera parvenir la 4e liste de non-adhésion à l'AMO. Point 4. Le SNESUP fera parvenir la liste des travailleurs contractuels payés sur les budgets autonomes des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue du concours d'intégration à la fonction publique. Point 5. Le SNESUP accepte le paiement trimestriel de 70% des arriérés d'heures supplémentaires 2012-2013 en 2014 et 30% en 2015, étant entendu que le paiement des heures supplémentaires 2014 ne sera pas affecté. En conséquence, le CN-SNESUP suspend son mot d'ordre de grève de 48 heures, 72 heures et illimité et invite ses militants à reprendre le travail à compter du mardi 28 janvier 2014. Activité syndicale toujours, les travaux du 4e congrès ordinaire du syndicat libre et démocratique de l'enseignement fondamental ont pris fin hier. Pendant 2 jours, les congressistes ont travaillé à renouveler les instances dirigeantes de leur mouvement. C'est ce que nous dit Nando Dambélé. Ils sont désormais 31 hommes et femmes au gouvernail du syndicat libre et démocratique de l'enseignement fondamental sous la direction de Tcherno Mokhtarli. Celui-ci place son mandat sous les signes de la paix retrouvée. Je place ce mandat sous le sceau de la paix, de la réconciliation des cœurs. En plus des motions de remerciement adressées aux membres fondateurs du syndicat et à tous les partenaires, les congressistes ont également formulé d'importantes recommandations auxquelles adhèrent les départements de la fonction publique et de l'éducation nationale. Cette situation, je pense, exige de chacun de nous des actions courageuses et vigoureuses, avec mesure et responsabilité. Je peux vous assurer au nom du ministre de l'Éducation nationale et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement que nous ne ménageons aucun effort pour que davantage les conditions de vie et de travail du personnel enseignant soient améliorées. Le nouveau bureau du SILDEF est assisté par une commission nationale de contrôle de 5 membres.
Le nouveau gouverneur du district de Bamako a dit travailler, a officiellement pris fonction ce matin au cours d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Georges Togo. Le gouverneur sortant a saisi cette occasion pour remercier ses anciens collaborateurs pour l'appui, l'engagement et la compréhension dont il a bénéficié. Il a souhaité que son successeur puisse bénéficier des mêmes dispositions pour le plus grand bonheur de l'administration malienne. Quant au gouverneur rentrant, il a dit mesurer l'importance de la mission qui vient de lui être confiée. Autre grand titre de ce journal Focus Santé, la chronique du jour parle de la fracture du col du fémur, une fracture prise en traumatologie et peut être nécessiter l'implantation de prothèses. Si la fracture du col du fémur est considérée comme plus fréquente chez les personnes âgées au Mali, elle est en passe d'être plus fréquente chez les jeunes à cause des accidents de la route. Très attention, Focus Santé, une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Le col du fémur, c'est ce qu'on pourrait appeler la tête supérieure de l'os de la cuisse. Relativement plus fragile que le reste du squelette, même en temps normal, le col du fémur peut se casser en cas de traumatisme. Une chute de sa propre hauteur ou de l'escalier, un accident de la voie publique et le mal est fait. Avant, c'était généralement des fractures liées à l'âge, dues à l'ostéoporose. Quand l'âge avance, généralement, les os au niveau du fémur s'affaiblissent un peu. Ces derniers temps, on a constaté que chez les jeunes, c'est très élevé, dû aux accidents de la voie publique. Donc, les motos, les accidents de la circulation routière, ce qui fait que même à 20 ans, on a des patients qui font des fractures du col du fémur. Ce n'est donc plus l'apanage des seules personnes âgées. La vive douleur, la déformation de la jambe au niveau du bassin, l'incapacité de soulever la jambe ou de marcher après un traumatisme sont quelques signes qui peuvent alerter. L'ostéoporose intervenant après la ménopause, le surpoids sont quelques facteurs favorisant la fracture du col du fémur. Quand elle intervient, en fonction de ses caractéristiques, la prise en charge peut commencer après diagnostic avec un plâtrage et l'immobilisation du membre. Même là, souvent, il y a des petits risques qui font que souvent le patient ne peut plus marcher. Mais la méthode sûre, c'est la méthode chirurgicale qui consiste à mettre les prothèses totales chez certains. Et souvent, c'est des prothèses de Moore qu'on peut mettre chez ces patients. Cette intervention consiste à insérer le matériel orthopédique là au niveau de la tête fémorale. Donc, et puis on bloque et puis l'intervention est finie. Mais vu le prix de ces prothèses qui est vraiment très élevé, une prothèse totale qui peut aller jusqu'à 1 million, 1,5 million, vraiment chez un jeune qui ne travaille pas, qui fait un accident comme ça, c'est vraiment compliqué. La convalescence se fait avec plus ou moins de succès selon le patient. On estime que chez les personnes âgées, le taux de décès dans l'année qui suit la fracture est plus élevé que la moyenne. Ce qui explique ça, peut-être, c'est le retard dans la prise en charge. Parce que généralement, quand il y a ces fractures, les patients tentent d'abord, comme première intention, le traitement traditionnel. Et ce qui fait qu'ils partent chez le tradithérapeute. Et généralement, la moitié des vieux qui arrivent, ils viennent avec des complications, avec des calvicieux qui sont déjà formés. Mais le plus important, c'est la précocité dans la prise en charge de ces fractures. Éviter le surpoids, ne pas faire habiter les personnes âgées à l'étage et en cas de doute après un traumatisme, consulter immédiatement un spécialiste sont quelques conseils. Mais on pourrait aussi surveiller le risque d'ostéoporose élevé chez les femmes et la traiter si elle est déjà installée. Nous venons juste de l'apprendre dans le cadre des bonnes relations qu'entretiennent les institutions de la République. Le Premier ministre Oumar Tatamli s'est rendu en début de soirée au domicile de son aîné et tout nouveau président de l'Assemblée nationale.
Ishaka Sidibé pour une visite de courtoisie. L'occasion pour le chef du gouvernement de féliciter chaleureusement le président Sidibé pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale et en même temps de lui réaffirmer toute la disponibilité du gouvernement à collaborer le plus étroitement possible avec les représentants de la nation dans la définition de la mise en œuvre des objectifs de développement du Mali conformément à la vision du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Enfin, le Premier ministre a transmis à travers le président de l'Assemblée nationale les vœux du gouvernement à l'ensemble des élus de la nation dans l'accomplissement de la noble et exaltante mission à eux confiée au sein de l'hémicycle. Et puis, en marge de la visite du président de la République au Qatar, l'épouse du chef de l'État a mené une série d'activités. Là-dessus, nous vous proposons ce soir un magazine spécial juste après ce journal, magazine réalisé par nos envoyés spéciaux Ndeye Sissoko et Idrissa Traoré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. S'il plaît à Dieu, je vous donne rendez-vous demain pour les éditions du soir. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Kadiatou Kone à 10h et 13h. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.